Alors on est en pleine dictée avec la tribune juste à côté de nous, Jean-Charles Simon, auquel on fait un clin d'œil. Et peut-être que ça dérange. Ça va, Roland, ça vous dérange pas trop d'avoir ce son dans l'oreille? Non, non, ça passera ça très va. bien. Tout va très bien. Roland Wagner, comment est-ce qu'on veut définir les écrivains c'est de la politique fiction, c'est de la fiction, parce que quand on vous lit, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Bah, disons, bon, moi j'écris de la science-fiction, mais la science-fiction c'est quand même quelque chose qui est assez large. Oui. Là, c'est une catégorie qu'on appelle l'Uchronie, donc des histoires alternatives. Que se serait-il passé si Napoléon avait gagné Waterloo ou ce genre de choses? On voilà. parlerait quelle langue, ou Dieu sait. Alors, Voilà. que se serait-il passé si le général de Gaulle, hein, ça remonte quand même aux années 60, on pense à l'attentat du Petit Clamart, pour les plus âgés d'entre nous. Là, il se trouve que de Gaulle est descendu. Oui, il est abattu à la fin de l'année 1960. Et donc, à partir de ce moment-là, tout change parce qu'il n'avait pas encore fait passer l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Donc, on va élire un nouveau président. Mais c'est le collège de notables qui l'élit. Il va reprendre le premier ministre du général de Gaulle. Le premier ministre du général de Gaulle était Robert Debré. Qui est auteur de la cinquième, hein. Michel Debré. Robert, c'était son père, c'est le centre de l'enfance. Oui. Et qui, lui, était plutôt favorable à garder l'Algérie. Et donc la guerre d'Algérie va durer plus longtemps et se terminer d'une manière légèrement différente. C'est-à-dire l'Algérie devient indépendante, mais Alger et Oran restent des enclaves françaises. Alors c'est faire le pitch. L'Algérie est un sujet qui vous touche, évidemment. Bah oui, je suis né à Alger en 1960. Au cœur de l'événement, est-ce qu'il y a une rogne presque génétique, c'est un grand mot, mais presque organique au fait de la trahison, le « je vous ai compris » et puis le cours de l'histoire change? C'est une chose qui a bercé votre vie, ce thème-là. Bah disons que ça, c'est ce que mes parents ressentent. Oui. Moi, par contre, j'ai un regard beaucoup plus décalé. J'ai beaucoup plus de recul parce que j'ai pas vraiment vécu les événements comme on disait à l'époque. Je suis né en Algérie, j'avais 1 an et demi quand on est parti, mais j'y suis retourné. J'y suis retourné voir ma grand-mère et mon oncle qui vivaient toujours là-bas. Et j'ai vu l'Algérie après, mais je ne connais pas l'Algérie de l'époque française, pas du tout. Et je connais le « je vous ai compris », le surnom qu'on avait donné à De Gaulle, la Grande Zora, ce genre de choses. Moi, je connais ça parce qu'on me l'a raconté. Oui. Mais je l'ai jamais ressenti, vraiment. Et ce que j'ai justement voulu faire, c'était apporter ma vision, qui est quand même le produit de 50 ans de réflexion. Et aussi, il y a une charge émotionnelle très forte parce que quand on est rentré d'Algérie, ma mère a fait une dépression. Mon père était toujours à droite à gauche parce qu'il courait après le travail. Enfin, bon, oui. Donc, moi, j'ai vécu tout ça. Ça a été très difficile. Et j'ai essayé d'une certaine manière de dire, même si c'est une histoire alternative, j'ai essayé de montrer quelles étaient les conclusions auxquelles moi j'en étais arrivé, à titre personnel et en m'étant beaucoup documenté. Et surtout, j'ai essayé d'écrire un livre qui était, je dirais, juste. Alors il est juste, il est à plusieurs voix, ça c'est une jolie tentative, je ne m'attendais pas à ça, c'est les plusieurs voix, les plusieurs langues. C'est un délice pour un auteur. D'écrire, c'est quoi? C'est pataouet, c'est ça? Le pataouet, c'est le créole d'Afrique du Nord, enfin essentiellement algérien, qui n'était pas le même à Oran ou à Alger ou plus à l'est, parce que le peuplement des colons n'était pas tout à fait le même. À Oran, il y avait beaucoup d'Espagnols. Dans l'est, il y avait plutôt des Italiens et des Maltais, donc les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Le pataouet n'a jamais été unifié. Mais par contre, c'est une langue. On a vu beaucoup d'imitateurs ou de gens qui le fait, mais ils ont rarement poussé dans le pataouet lui-même parce que c'est pas forcément compréhensible. Mais alors vous l'avez parlé? Pas du tout. Vous êtes allé rechercher, c'est un travail journalistique et d'historien, c'est comment est-ce qu'on écrit juste. Alors ce sont des textes à lire, c'est lisible, hein, je ne m'y lancerai pas, il faut lire ce passage. Vous l'avez fait valider pour qu'on vous dise oui c'est juste, c'est comme ça, c'est bien, c'est... Non, parce que j'avais personne sous la main.
Donc vous y êtes allé au petit bonheur? En fait, ce que j'ai fait, et là je tiens vraiment à rendre hommage d'une part à Edmond Bruat qui avait écrit La parodie du Cid, qui est une pièce très drôle, entièrement en pataouette. Edmond Bruat qui a dû mourir en 76 ou 77, qui était un poète et un érudit, et je pense un grand écrivain vraiment. Je me suis basé sur ses écrits en pataouette. Oui. C'est lui en fait qui a, il a été, bon, il y avait quelque chose qui s'appelait La Lanterne de Cagaïous dans un journal avant. Mais il y a eu très peu d'écrits en pataouette. Et lui, il a voulu donner je dirais pas ses lettres de noblesse, mais ses lettres littéraires. Il a voulu faire du pataouette une langue écrite vraiment, et il s'en est vraiment très bien tiré. Et je me suis évidemment aidé du dictionnaire pataouette. Qui existe et qui m'a d'ailleurs permis de découvrir des choses totalement extraordinaires, des mots qui sont absolument merveilleux. Par exemple, les clochards et les bons ariens sont appelés des fours à chaud parce qu'ils traînaient vers les fours à chaud à Alger au début du siècle. Il y a une autre langue que vous utilisez, c'est la langue, tout est par le philosophe. Alors ça, bon, c'est une langue très châtiée. Et puis il y a le langage des loubards, un peu le côté biker, un peu. Vous traduire, on se dit tiens, il correspond un peu à ça. Mais vous parlez très bien français, on est très rassurés. Il y a quelque chose de très violent parce que c'est violent, c'est sexuellement violent, c'est dans les comportements violents. Cette revendication que vous passez, vous la canalisez quand même. On n'est pas dans le malheureux violent. Il y a une jubilation, mais c'est votre plaisir de vivre, de convaincre, de jouer avec la langue. Disons que pour ce qui est de la violence et du côté violent des textes, dans Rêve de gloire, oui. Rêve de gloire, il y avait un certain nombre de contraintes, et notamment c'est un livre entièrement sur la non-violence, sur les techniques de non-violence, le nom de Gandhi est souvent cité, etc. Dans Le Train de la réalité, finalement, ce sont j'appelle ça des fragments, qui se passent dans le même univers. Et là, je me suis beaucoup plus lâché, parce que je voulais que Rêve de gloire reste très lisible. Donc j'ai pas mis de texte en pataouette, j'ai pas mis de texte en parler de la banlieue sud des années 60. Oui. Mais par contre, là, dans Le Train de la réalité, bon, il y a eu ça. Et aussi, j'ai traité d'une terroriste. Donc la violence est surtout là-dedans, parce que je n'avais pas voulu la mettre là, et qu'une fois que le livre était terminé, j'avais encore des histoires à raconter dans ce monde-là, et ces histoires étaient plus violentes que dans le roman. Alors grâce à Francine Cellier, chez Payot, qu'on connaît bien, elle me fait découvrir chez La Talente, Le Train réalité et Les Morts du Général, Roland C. Wagner. Merci d'être venu chez nous. Vous êtes anti-nature ici, il faut également découvrir Rêve de gloire, La Talente. C'est plus long à lire, il faut rentrer dans l'univers. Une fois qu'on est rentré, on en sort nettement plus tard, et en ayant appris des choses intellectuelles, sensibles, et puis des textes de Loubard. C'est très séduisant, je découvre cette littérature. Merci à Francine, et merci d'être venue jusqu'à nous. Merci.